La Chine s'est imposée ces 20 dernières années comme la principale puissance militaire du Pacifique. La modernisation, qui a vu l'armée populaire de libération croître massivement, avec la construction de nouveaux équipements. Et même le développement d'armes nucléaires donne à la Chine tout ce dont elle a besoin pour imposer sa puissance. Le Japon en a assez. Alors qu'il subsiste un doute quant à la fiabilité des États-Unis, le Japon se prépare à une éventuelle guerre avec la Chine. Et le message qui émane du pays est clair, le Japon veut construire des armes nucléaires. Au Japon, certains voient de plus en plus les armes nucléaires comme une dissuasion face à la menace croissante de la Chine. Un moyen pour le Japon de s'émanciper davantage du parapluie sécuritaire américain. Le 20 août, Reuters a rapporté l'histoire de Rui Matsukawa, ex-vice-ministre de la Défense et parlementaire japonaise. Matsukawa s'est rendue à l'abbaye de Fordham au Royaume-Uni en mars dernier, où elle a rencontré des parlementaires britanniques. Elle remet profondément en question le rôle des États-Unis dans la sécurité de ce pays. À l'époque, le président américain Donald Trump avait un différend avec l'Europe, apparemment en tant que collectif, concernant la contribution des pays à leur propre sécurité et leur dépendance excessive à l'égard de l'armée américaine. Trump semblait aussi trop proche de la Russie, ce qui inquiétait de nombreux dirigeants européens. Matsukawa a retenu un message simple. Matsukawa l'a suggéré que le Japon fasse de même. À quoi cela ressemblerait-il ? Trump est imprévisible, c'est sa force. Mais il faut prévoir un plan B, a dit le parlementaire japonais à Reuters. Quant à ce que le plan B impliquerait, elle a exposé une voie très générale que le Japon devrait au moins envisager de suivre. Le plan B, c'est peut-être devenir indépendant, puis se doter de l'arme nucléaire. Pour la plupart des pays, vouloir l'arme nucléaire reste compréhensible. Mais pour le Japon, c'était jusqu'à récemment presque impensable. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la doctrine militaire du Japon s'est principalement concentrée sur le pacifisme, le pays privilégiant la diplomatie plutôt que les menaces militaires évidentes pour parvenir à ses fins. Cependant, l'incertitude sur la défense États-Unis-Japon, la montée de la Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie persistent. Une méthode efficace depuis des décennies paraît désormais fragile. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Ce qui est peut-être le plus intéressant dans les propos de Matsukawa, c'est qu'ils ne viennent pas d'un parlementaire isolé, allant à l'encontre du pays. Comme le souligne Reuters, il existe une petite, mais non négligeable partie du public japonais, qui pense que le pays devrait envisager de développer son propre programme d'armes nucléaires. Ce sentiment est plus marqué en Corée du Sud, alliée aux États-Unis et au Japon via un accord trilatéral. Reuters rapporte que 75% des Sud-Coréens soutiennent la construction d'armes nucléaires nationales. Probablement parce que leur pays est coincé entre la Chine, qui a l'arme nucléaire, et la Corée du Nord, qui pourrait l'avoir. Le soutien au programme nucléaire existe au Japon, même s'il n'est pas fort dans la population. Au minimum, beaucoup de Japonais poussent le pays à au moins réfléchir à la question nucléaire. Comme le note Politics Today, le soutien au développement de l'arsenal nucléaire japonais reste faible. Les sondages montrent une volonté croissante de revoir les 3 principes non nucléaires traditionnels du pays. Tatsuaki Takahashi, d'Hiroshima et petit-fils d'un survivant de la bombe de 1945, observe qu'avec l'atténuation du traumatisme, davantage de Japonais remettent en question la politique nucléaire nationale. C'est un point de vue intéressant. Le Japon est le seul pays à avoir subi directement l'impact des armes nucléaires lors des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Ces 2 frappes nucléaires, menées par les États-Unis avec des bombes atomiques bien moins puissantes que celles qui existent aujourd'hui, ont tué environ 74 000 personnes à Nagasaki et 140 000 autres à Hiroshima, dont 38 000 enfants parmi les victimes. Selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Face à une telle puissance terrifiante, le Japon s'est rendu aux États-Unis, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, loin du public, le pays aurait pu préparer une revanche et développer des armes nucléaires, mais il a choisi une autre voie. Le pacifisme évoqué plus tôt est issu des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est pareil pour les 3 principes non nucléaires évoqués aujourd'hui, bien que cela soit arrivé des décennies après. BBpedia indique que les 3 principes non nucléaires sont une résolution du Parlement japonais. Ces principes, bien qu'ils n'ayant pas été officiellement adoptés dans la loi, ont guidé la politique nucléaire du Japon depuis leur création dans les années 1960. Ces principes sont simples. Le Japon ne possédera jamais d'armes nucléaires. Le Japon ne fabriquera jamais d'armes nucléaires. Le Japon n'autorisera jamais l'introduction d'armes nucléaires sur son territoire. C'est la position antinucléaire la plus claire et nette. Il n'est sans doute pas surprenant
que ces principes aient été adoptés au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, alors qu'ils accumulaient assez d'armes nucléaires pour détruire le monde. Tandis qu'ils se défiaient, le Japon semblait vouloir prendre une direction opposée. La diplomatie prévalait toujours sur la menace nucléaire, tel était le message à l'époque. Beaucoup de choses ont changé depuis les années 1960 et la situation actuelle du Japon pourrait exiger une nouvelle approche, selon Reuters. Mais des entretiens avec une douzaine de parlementaires japonais, de responsables gouvernementaux et d'anciens hauts gradés militaires, révélant qu'il y a une volonté croissante de relâcher les restrictions. La promesse du Japon, faite en 1961 de ne pas produire, posséder ni héberger d'armes nucléaires, est connue comme les 3 principes non nucléaires. C'est le dernier tabou de la sécurité au Japon. Reuters rappelle que le mois d'août marque les 80 ans des bombardements de Nagasaki et Hiroshima, un fait qui n'échappera pas à ceux, dans le pays, qui plaident en faveur de l'armement nucléaire. Il pourrait également faire valoir que les 3 principes de non-nucléarisation n'ont jamais été tout à fait ce qu'ils semblaient être. Certes, le Japon n'a jamais construit, hébergé ou possédé d'armes nucléaires, ce qui signifie que les principes n'ont pas été violés. On peut toutefois dire que ces principes ont réussi à perdurer aussi longtemps, grâce à l'alliance militaire étroite du Japon avec les États-Unis. Comme le rappelle Reuters, le Japon s'est jusqu'ici reposé sur l'arsenal nucléaire américain, responsable de la destruction de Nagasaki et Hiroshima, pour dissuader les menaces actuelles. Dans le cadre de la dissuasion élargie, Washington s'engage à défendre le Japon et ses alliés, avec toutes ses capacités militaires, y compris nucléaires. Le Japon n'a pas besoin de posséder ou de construire ses propres armes nucléaires, puisqu'il bénéficie du parapluie nucléaire d'un pays capable de lancer des armes nucléaires presque partout dans le monde. Grâce aux sous-marins, aux bombardiers furtifs et à l'utilisation de missiles balistiques intercontinentaux, capables de parcourir le monde entier. Bien qu'il serait injuste de qualifier le Japon d'hypocrite pour bénéficier de cette protection, cela ne change pas non plus le fait qu'une nation aussi puissante et avancée, tout à fait capable de fabriquer des armes nucléaires, ne peut maintenir de tels principes pacifistes que grâce à la protection de ses alliés. Aujourd'hui, ce parapluie pourrait être en train de se refermer. Et cela nous ramène aux raisons pour lesquelles certains, au Japon, soutiennent qu'il est temps d'abandonner définitivement les 3 principes de non-nucléarisation. Les propos de Matsukawa, partagés plus tôt dans la vidéo, montrent l'importance du rôle des États-Unis dans cette nouvelle pensée. Voici nos 2 premières raisons pour lesquelles le Japon veut l'arme nucléaire, ainsi que le réveil européen évoqué par Matsukawa. Et il est important de se rappeler que sa rencontre au Royaume-Uni a eu lieu en mars de cette année. Autrefois, la position des États-Unis sur l'Europe ou la guerre en Ukraine différait beaucoup d'aujourd'hui. Souvenez-vous de mars. Vous vous souvenez sûrement que ce mois-là, Donald Trump et son administration n'avaient pas beaucoup de mots aimables pour l'Europe. Ce mois-là, Politico et Reuters ont publié des articles détaillés sur ce qui semblait être un effort délibéré des États-Unis pour s'éloigner de l'Europe. Politico était le plus sensationnaliste des deux, avec un titre criant que Donald Trump voulait détruire l'Union européenne, ou Union européenne afin de la reconstruire à son image. Le média a souligné que Donald Trump avait découvert des vulnérabilités au sein de l'Union européenne à travers le chaos provoqué par sa décision de retirer l'aide militaire américaine à l'Ukraine à l'époque. La décision a vite été annulée, mais elle montrait que Donald Trump était vu comme un franc-tireur sur la scène mondiale. Un homme au choix imprévisible, prenant souvent des décisions contraires à de vieilles alliances. Politico a aussi indiqué que Donald Trump pensait que l'Union européenne avait été créée pour nuire aux États-Unis. Et avec Donald Trump organisant des réunions à la fois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, sans la participation des alliés européens du premier, il semblait y avoir une volonté claire de diviser l'Europe. Dans cet article, Reuters a été un peu moins critique envers la politique américaine. L'article dit qu'en 3 semaines, l'Europe a compris que son alliance de 75 ans avec les États-Unis se désagrégeait. Il a rappelé comment James David Vance avait critiqué les dirigeants européens à la conférence de Munich en février. Une réunion explosive entre Vance, Trump et Zelensky à la Maison-Blanche a attisé le nouveau mépris américain envers l'Europe. Le 12 mars, Trump s'engageait également à égaler l'Union européenne ainsi que le Canada, lorsque ces derniers ont annoncé qu'ils mettraient en place des tarifs de rétorsion en réponse aux tarifs américains sur leur territoire. L'aliénation des alliés ne suffisait pas. Déclencher une guerre commerciale restait possible. Quelques mois se sont écoulés depuis, et la relation entre les États-Unis et l'Europe est nettement plus coopérative. Pourtant, cette période d'incertitude a laissé des traces, et le Japon y prêtait attention. La question était claire. Si les États-Unis agissaient ainsi avec de vieux alliés, feraient-ils pareil avec le Japon?
Les États-Unis ont aussi adopté des mesures ciblant directement le Japon, remettant en cause leur alliance actuelle. Exemple, Donald Trump reconnaît la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Le président américain a qualifié la Corée du Nord de puissance nucléaire en janvier, quelques heures seulement après avoir pris ses fonctions à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle. Et ces paroles ont provoqué une onde de choc au Japon. C'était sans doute un lapsus, pas une reconnaissance du statut nucléaire de la Corée du Nord. Le 29 juillet, Al Jazeera a rapporté que la sœur de Kim Jong-un demandait aux États-Unis de reconnaître officiellement la Corée du Nord comme puissance nucléaire. Mais pour certains, le commentaire de Trump révélait la vérité sur la façon dont lui, et peut-être son administration, percevaient réellement la Corée du Nord. Ces commentaires suivaient le premier mandat de Trump, durant lequel il a rencontré Kim Jong-un, lors d'un événement que la fondation Observer Research a vu comme une rupture avec la coopération États-Unis-Japon, Trump privilégiant une approche America First envers la Corée du Nord. La source précise que Trump pourrait envisager de laisser la Corée du Nord garder ses armes nucléaires, qu'elle en ait ou non. Politico a rapporté que Trump envisage un plan pour permettre à la République populaire démocratique de Corée. La Corée du Nord garderait ses armes nucléaires et recevrait des incitations financières pour cesser d'en produire. Si cela arrivait, cela fragiliserait son alliance avec la Corée du Sud et stopperait totalement le TSC selon le rapport. Le TSC est l'accord de sécurité entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud mentionné plus tôt. Si la Corée du Sud se retire à cause de Donald Trump, le Japon suivra-t-il? Après tout, permettre à la Corée du Nord de devenir la puissance nucléaire qu'elle a toujours voulu être ne menace pas seulement la Corée du Sud. Le Japon, ainsi que toute autre nation asiatique que la Corée du Nord considère comme trop occidentalisée, serait également dans sa ligne de mire. Tout cela risque de miner la confiance du Japon envers les États-Unis comme allié nucléaire et protecteur. La guerre commerciale de Donald Trump n'a fait qu'éroder davantage cette confiance, Reuters soulignant que les tarifs douaniers imposés par l'Amérique à l'échelle mondiale prévoyaient à l'origine d'imposer des droits de douane de 25%, aussi bien au Japon qu'à la Corée du Sud. Des négociations ont permis aux États-Unis d'établir des droits de douane de 15% avec les deux nations. Mais le simple fait que des droits de douane soient même évoqués constitue une raison supplémentaire de l'incertitude du Japon envers son allié américain. L'essentiel est l'incertitude. Le Japon ignore ce que feront les États-Unis. Peut-être que la marche ayant amené l'Europe et Matsukawa à revoir leur position envers les États-Unis n'était qu'un mauvais mois isolé. La situation n'est pas totalement normale, mais les alliances américaines avec l'Europe et le Japon pourraient rester stables jusqu'à la fin du mandat de Trump. Un nouvel événement pourrait aggraver la situation et pousser à demander que le Japon s'arme lui-même au lieu de dépendre des États-Unis. Il y a déjà, au sein de l'opposition politique japonaise, des appels à réduire la dépendance du pays envers les États-Unis sur le plan commercial. Le 7 juillet, Reuters a rapporté les propos de Hirofumi Yoshimura, qui est le co-représentant du Parti de l'innovation du Japon. Le Japon doit renforcer ses liens commerciaux avec les pays favorables au libre-échange, a-t-il dit à Reuters. Au lieu de se reposer uniquement sur un grand pilier comme les États-Unis, le Japon devrait, disons, s'appuyer sur 5 à 10 piliers plus petits. C'est une approche plus sûre pour éviter l'effondrement du toit. Militairement, le Japon cherche aussi à réduire sa dépendance aux États-Unis. Le pays vise 2% de son produit intérieur brut pour la défense d'ici 2027. Il a aussi approuvé un budget de la défense de 551,3 milliards de dollars pour 2025, soit la 13e hausse consécutive. Et cela illustre comment le Japon s'éloigne lentement des politiques pacifistes du passé, pour adopter une défense beaucoup plus active et individualisée. Ajouter ses propres armes nucléaires à l'équation aiderait encore davantage le Japon à se sentir prêt pour tout conflit futur dans le Pacifique, sans avoir besoin que les États-Unis soient prêts à venir à son secours. En parlant de conflits futurs, cela nous amène à la principale raison pour laquelle tant de Japonais veulent que leur pays possède ses propres armes nucléaires. La Chine. La réalité, c'est que la Chine représente déjà une menace nucléaire massive pour le Japon, et cette menace ne fait que s'accentuer avec le temps. Selon l'Arms Control Association, la Chine détient environ 600 armes nucléaires. The Guardian a donné le même chiffre en juin, précisant que la Chine ne compte pas s'arrêter à 600. Il précise qu'un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm estime que la Chine construit environ 100 armes nucléaires par an depuis 2023. Si elle garde ce rythme, la Chine atteindra 1000 d'ici la fin de la décennie. C'est une grande préoccupation pour le Japon, plus encore que les efforts de la Corée du Nord pour être reconnue comme puissance nucléaire. La Corée du Nord est une prétendante dangereuse au trône nucléaire du Pacifique. La Chine domine ce trône. Aucune autre nation du Pacifique ne l'égale. Sur le plan nucléaire, le Japon ne le peut certainement pas, même si sa relation avec les États-Unis n'était pas plus fragile qu'elle ne l'a été depuis des années.
La Chine pourrait attaquer le Japon avec des armes nucléaires avant que les États-Unis ne puissent le défendre. La Chine ne cache pas sa satisfaction d'intimider le Japon. En juillet, The Independent a signalé que le Japon s'inquiétait de l'intensification rapide de l'activité militaire chinoise près de ses côtes et dans le Pacifique. Un mois plus tôt, un groupe de porte-avions chinois était entré pour la première fois de l'histoire dans les eaux proches de l'une des îles les plus orientales du Japon. Cela montre que les tactiques d'intimidation de la Chine deviennent plus audacieuses, même si elle n'a pas explicitement menacé le Japon d'une frappe nucléaire. Ce n'est pas le style chinois, mais les porte-avions peuvent transporter des bombardiers stratégiques capables de lancer des armes nucléaires. En faisant le lien entre ces éléments, il est évident que le Japon a raison de se méfier de la menace que la Chine fait peser sur sa souveraineté. Le Japon a réagi, comme le souligne l'Indépendante. Le Japon a récemment renforcé sa présence militaire dans les îles du Sud-Ouest, préparant le déploiement de missiles de croisière longue portée. Craignant un conflit à Taïwan, que la Chine revendique et menace d'annexer, le média l'a rapporté en juillet. Il a aussi noté que le Japon teste des missiles surface-navire. Quel message clair le Japon envoie-t-il à la Chine pour montrer qu'il se prépare à la menace navale de Pékin? Mais le fait demeure que la Chine possède des armes nucléaires et que le Japon n'en a pas, et tant que ce sera le cas, alors que de nombreux Japonais doutent de la protection du parapluie nucléaire américain dans le Pacifique, cette disparité demeurera problématique. Laissons le mot de la fin à un survivant du bombardement nucléaire du Japon, interviewé par Reuters en août. Cet homme s'appelle Kunihiko Sakuma. Ses propos reflètent l'opinion de nombreux Japonais, même parmi ceux ayant vu les horreurs nucléaires de leurs propres yeux. Être sous le parapluie nucléaire américain ne garantit pas notre sécurité. Si des armes nucléaires sont utilisées, tout est terminé. La véritable sécurité n'existe que lorsqu'il y a une confiance mutuelle entre les nations. Il n'y a pas de confiance mutuelle entre la Chine et le Japon. Tant que cela durera, les appels à doter le Japon d'armes nucléaires augmenteront. Le Japon n'est pas la seule nation indo-pacifique à estimer qu'une guerre est possible et qu'il faut s'y préparer. L'Australie se méfie également de l'évolution du paysage stratégique dans la région, et elle fait tout ce qu'elle peut pour s'y préparer. Pourquoi l'Australie devient-elle une superpuissance militaire? Découvrez-le dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers développements dans le domaine militaire mondial. Et merci de nous avoir regardés.